Coé, bientôt un procès. On a 2 procès là qui arrivent, un pour Coé et un autre. Il y a un gros rebondissement dans l'affaire Coé. Oui. Donc, il y a une femme de 42 ans qui avait été placée en garde à vue en octobre dernier. On en avait parlé ici et elle avait été relâchée. Il y avait eu des vérifications qui avaient été faites. Cette femme, elle était soupçonnée de tentative d'extorsion de fonds, de dénonciation calomnieuse et de harcèlement par Coé. Rappelons que Coé est mis en examen pour C'est viol. Coé. Coé. Pour viol et agression sexuelle. Pas Coé. Hein. Coé. 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 Il nie. Coé. C'est Coé. Coé. Voilà. Coé. Benoît Coé. Non, c'est Sébastien. Sébastien Coé. Pas du même. Benoît, c'est un joueur de foot. Bien sûr. Sébastien Coé. Donc, cette femme avait été placée en garde à vue. Elle a été relâchée et après les vérifications, les enquêteurs l'ont placée de nouveau en garde à vue le 13 janvier. Eh bien, elle va être jugée le 2 mai pour extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement. Alors, c'est une grande victoire pour la défense de l'animateur parce que lui, il nie et il a toujours dit que tout ça était un complot ourdi autour de lui. Voilà. Ce soir, une de ses avocates, Maître Dousselin, n'a pas réagi, mais le parquet de Nanterre confirme l'intéressée a été déférée. Voilà, elle sera jugée le 2 mai. Alors, j'ai eu Julie, parce que Julie, donc, c'est une des accusatrices de Coé, qui l'accuse de viol. Et on a beaucoup dit que Julie pouvait être mêlée à cette affaire d'extorsion de fonds. Elle campe sur ses positions. Ce soir, elle m'a dit, je maintiens, je ne connais pas cette dame de 42 ans, je n'ai pas été interrogée sur cette affaire, je n'y suis pour rien. Et j'ai une information par rapport à l'affaire d'agression sexuelle et de viol. Je rappelle que Coé nie formellement. Eh bien, il va y avoir une confrontation. Et cette confrontation, d'après mes informations, aura lieu bientôt, puisqu'elle est prévue en février. Donc les 2 affaires vont avancer, mais l'affaire qui sera jugée le 2 mai, c'est bien celle que dénonce Coé d'extorsion de fonds. Affaire Coé, donc bientôt un procès. Oui. Affaire Maillet, également bientôt un procès. Pour dénonciation calomnieuse, intimidation. Apparemment, il y aurait une correctionnelle. Fabrice Divisio, je viens d'avoir les informations. Fabrice Divisio, apparemment, veut en découdre et Dieu sait que je le comprends et je le soutiens dans son combat. Allez, condamné pour viol sur mineur. Il est finalement remis en liberté pour une raison incroyable. Oui, en fait, c'est une affaire typique qui montre les problèmes de l'encombrement de la justice et des lenteurs des procédures. Il y a pile un an, en janvier 2024, un homme a été condamné. Cet homme, il avait 43 ans pour avoir violé sa nièce qui est une jeune adolescente et qui n'a que 13 ans. En janvier l'année dernière, cet homme est donc condamné, reconnu coupable et condamné à une peine très lourde, évidemment, vu la gravité des faits, 10 ans de réclusion criminelle. Mais cet homme fait appel de cette décision. Et donc, à ce moment-là, la justice a 1 an pour trouver une nouvelle audience pour juger le procès en appel. Et l'ennui, c'est que ce délai n'a pas été respecté, à tel point que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé de remettre cet homme en liberté, qui pourtant devait en principe purger une longue peine. Évidemment, ça pose 2 énormes problèmes. Le premier problème, c'est la question de la récidive. Cet homme, il est alcoolique, violent et peu fiable selon son entourage. Et puis, vis-à-vis de la victime, qui se dit que bien, son bourreau est dans la nature. Et le deuxième problème, évidemment, c'est que cet homme, il est de nationalité malienne, il est SDF sans emploi, il n'a aucune garantie de représentation. Et donc, évidemment, catastrophe. C'est extrêmement probable qu'il ne se rende pas au procès en appel, qu'il prenne la poudre d'escampette et qu'il ne fasse jamais les 10 ans de prison pour lesquels il a été... Catastrophique. Catastrophique, une fois de plus. On voit ce pays part en cacahuète, vous le savez, on vous le dit tous les soirs. Tiens, Gilles Verdez, il gagne 9 millions d'euros à la loterie. Son père l'oblige à continuer à travailler. Absolument. Ouais. Ça se passe en Écosse. C'est un jeune qui fait des études de chauffagiste. Il a gagné, mais il a dit « Je n'arrête pas de travailler, mon père ne me le permettra jamais. Et d'ailleurs, il faut se lever le matin, il faut avoir un but dans la vie. C'est pas parce qu'on a 9 millions d'euros qu'on doit s'arrêter. » Alors, il va faire plaisir à sa famille, il va régler le loyer de ses parents, il va leur permettre d'acheter une maison. Mais néanmoins, il continue à bosser comme si de rien n'était. Décision du père. Exactement. Allez, il perd son travail et mise 5 € au poker en ligne et une histoire incroyable. Histoire incroyable. Alors, c'est un quadragénaire. C'est Géraldine Maillet qui joue au poker, qui pourra le faire en prison prochainement. Donc, c'est un quadragénaire de Digne-les-Bains. Et le 31 décembre 2004. Placard. Le 31... Correctionnel. Le 31 décembre démarre très mal pour lui. Il est viré, il perd son boulot. Ça vient à une période financière difficile pour lui parce qu'il a des impôts impayés, il n'arrive pas à payer son loyer.
Donc ça va très mal. Il est dans le métro à Paris, vers la gare Saint-Lazare, et il y a un collègue qui lui dit, bon, au point où tu en es, joue au poker en ligne. Et il mise 5 €, alors c'est un tournoi express, il mise 5 € et puis les tours passent, et à la fin il va toucher une carte, je crois le 6, qu'il n'avait que 3% de chance d'avoir. Et il voit qu'il gagne une somme, il pense gagner 1 000 €. Il est tout euro. Et puis, il vérifie. Ah non, mais ça va. C'est joli. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien, Gilles. Il est heureux, mais c'est pas 1 000 €, c'est 800 000 € qu'il a gagné. C'est incroyable. Il se met à pleurer dans le métro, il remercie son collègue, ça va le sortir de tous les problèmes. Il va acheter une résidence principale en région parisienne, investir dans l'immobilier. Et lui aussi, comme notre joueur qui a gagné 9 millions en Écosse, il a promis que l'argent ne va pas le changer, qu'il va rester le même. C'est une belle histoire. Incroyable, très fort. Très fort, merci. Les autres que ça change. Ouais, merci, on ne m'arme pas. Enlèvement, séquestration, GIGN et doigts coupés. Alors ça, l'incroyable prise d'otage du roi de la crypto-monnaie en France, c'est un truc de fou, ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire horrible. Un homme, en fait, a été enlevé avec sa femme ce mardi dans un petit village dans le Cher, chez lui. Et cet homme, effectivement, ce n'est pas n'importe qui. C'est un brillant entrepreneur français qui s'appelle David Balland, qui est le cofondateur de l'entreprise Ledger, une licorne française qui a extrêmement bien marché puisqu'elle a été valorisée en 2021 1,5 milliard de dollars. Et donc c'est cet homme, avec sa femme, qui a été kidnappé mardi dernier. Et les kidnappeurs, évidemment, ont demandé une rançon à ses proches en crypto-monnaie. Et pour montrer leur détermination, c'est assez terrible, selon le Parisien, Incroyable. ils auraient coupé un doigt de cet homme et l'auraient envoyé à ses proches pour montrer qu'ils étaient extrêmement sérieux. Alors, évidemment, l'affaire a été prise extrêmement au sérieux par les forces de police. Rien n'a fuité dans la presse, tout a été fait de manière très secrète. Et le lendemain, mercredi, le GIGN, avec une action extrêmement musclée, a réussi à retrouver David Balland, à le libérer de ses ravisseurs, à en interpeller 4 d'entre eux. Et le lendemain, jeudi, c'est sa femme qui, elle, a été donc libérée. Incroyable. Et pareil, là encore, 4 interpellations. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à savoir qui sont les commanditaires et est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'à eux pour les interpeller? Bien sûr. Avant de parler de Miss France, ça rebondit dans l'affaire Maillet-Divisio, puisque Fabrice Divisio vient de tweeter, SMS envoyé ce soir à une collaboratrice, j'ai besoin d'une citation directe contre Géraldine Maillet en diffamation. Regardez la séquence de ce soir. Si vous pouvez me livrer la citation pour correction demain, ça serait top. Postulant habituel sur Paris. Merci. Cette affaire, à mon avis, va faire couler énormément d'encre et je pense que Géraldine Maillet sera dans les prochaines semaines derrière, dans le sommaire. 5 affaires du jour. Mais elle sera en photo derrière moi, Géraldine, voilà, contre la prison. Je comprends et je me joins bien entendu à Fabrice Divisio dans toutes ses démarches. Bien entendu. Miss France, la vérité sur le départ fracassant de Cindy Fabre. Vous l'aviez promis hier, on a les vraies raisons du départ de Cindy Fabre. C'est chaud. Donc elle a annoncé hier qu'elle quittait la société Miss France. Donc voilà les coulisses. Alors je vous donne juste sa citation d'hier. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de ma collaboration avec la société Miss France. Après 3 années intenses et incroyablement enrichissantes. Donc elle est partie, elle avait remplacé Sylvie Tellier. On sait que c'est du mytho, ça. Ouais. Enfin, non, Cindy, elle a fait le boulot, la peau, mais il y a un truc derrière. Donc c'est quoi l'histoire? Allez. Voilà. Donc en fait, depuis 10 jours, Cindy Fabre était à bout. Donc, à bout? Ouais, elle était à bout. À bout. Raymond à bout? Elle craquait complètement, en fait, et en 10 jours, elle a pris la décision de partir. Ah ouais. Tout a commencé avec l'interview dont vous vous souvenez sûrement de la Miss France, Angélique Angarny-Philopon, sur Sud Radio, lorsqu'elle ne s'est pas déclarée Charlie. Êtes-vous Charlie? Elle ne s'est pas prononcée. Voilà. Ah, c'est ça. Exactement. Donc sur la toile, ça fait un tollé. Et en coulisses également, puisqu'Alexia Laroche-Joubert, la grande patronne, reproche vertement à Cindy Fabre de ne pas avoir assez préparé la Miss France à des interviews comme celle-là et à des questions litigieuses qui peuvent la mettre en mauvaise posture. Ouais. C'est son boulot de préparer, de cornaquer les Miss France. Donc Cindy Fabre se tourne vers la Miss France. C'est chaud l'histoire. Très chaud. Elle se tourne vers la Miss France et elle lui dit... Votre réponse ou ta réponse a été impensable, entre guillemets, impensable, inaudible, intolérable. Mais la Miss France n'avait pas été préparée à ce type d'interview. Donc,
Certes, elle savait qu'il pouvait y avoir des interviews comme ça, mais pas à ce point-là. En coulisses, ça chauffe entre Cindy Fabre, la Miss France, et Alexia Laroche-Joubert. Le directeur général de la société Miss France, qui est Frédéric Gilbert, lui, il dit à Cindy Fabre, ne parte pas, ça va s'arranger, les tensions vont retomber. Les tensions ne retombent pas du tout. Et Alexia Laroche-Joubert impute à Cindy Fabre la responsabilité de l'interview ratée. Et Cindy Fabre part, certes de son plein gré, mais à bout, elle ne pouvait plus rester en fait. C'est incroyable. C'est chaud. Cyril. Alors, franchement, c'est aussi chaud qu'une affaire. Comment Alors, non, c'est bien pire que vous. Vous l'aviez dit hier qu'on saurait la vérité aujourd'hui. Il nous a fallu 24 heures. Bien sûr. Tiens, avant qu'on parle de Bruno Guillon, on vous a déjà parlé de Bonnie Blue, cette femme qui a couché avec 1057 hommes en 12 heures. Oui. Eh bien, il y a un mec qui n'a pas eu de chance alors qu'il faisait la queue pour participer à cette affaire. Sa mère est arrivée. Regardez, je vous jure que c'est vrai. Regardez. He's coming. He's lost his coat. Joseph, where's your coat? Downstairs. Bye, Joseph. Are you done? Not to me. Oui, hein. Ouais, c'est incroyable. Alors, il y a un autre truc, tu te le mets dans le cul, la main dans ta gueule. Quand Samuel Etienne, qui est un amour, Samuel Etienne, s'énerve tout rouge, il n'a pas du tout approché qu'on lui reproche de s'être incrusté à l'événement caritatif Stream for Humanity, organisé par le streamer Amine, m'a tué, regardez, et c'est vrai que, c'est un amour, Samuel, et je comprends, il s'en est pris plein la gueule, mais c'est une bombe de mec, regardez. Quand tu sais pas, en fait, ferme ta. Voilà, on a échangé toute la semaine avec Amine. Ce que j'ai décidé de proposer à Amine, c'est de mettre tous les subs du week-end pour lui. Maintenant, je t'emmerde. Et ce genre de questions, ce genre d'accusations est débile. Tu te les mets avec un gros truc dedans et t'appuies bien fort. Putain, j'en ai marre des casse. Putain, mais avant de raconter de la merde, enseignez-vous. Ma main dans ta gueule, ouais. Non, va te faire sérieux. J'en ai rien à tes excuses à mort moelleux là. Tu fais chier que tes questions de débile. J'adore Samuel. Moi. Alors, je le critiquerai jamais parce que j'adore ce mec. Et sachez que s'il touche pas à mon poste là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Samuel. C'était le premier invité. Et c'est un mec exceptionnel, Samuel. Et je peux comprendre qu'à parfois on craque parce qu'il y a tellement des abrutis qui racontent n'importe quoi que je peux le comprendre et je l'embrasse fort, Samuel. Sachez que j'ai fait une interview que je ne vais jamais montrer à la télévision. Ce soir, je décide de vous la montrer. Sachez que je l'ai faite sous un autre nom. Regardez, c'était sur un podcast américain, voilà, pour préparer diverses choses. Rena Malik, regardez. Mon point de vue en tant qu'homme d'apparence classique qui a cette particularité, c'est qu'on voit ça comme un objet. On ne parle pas du sujet en soi. Les gens pensent que c'est une chose positive, mais en vrai, il y a beaucoup d'inconvénients. Je pense que j'ai été un peu gâté. J'ai eu beaucoup d'attention de la part des femmes, alors que je n'en aurais sûrement pas eu si j'étais entre guillemets normal. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'homme qui possède le plus long pénis du monde. Il a un appareil génital qui mesure 35 cm. Voilà, c'est à peu près la taille de Fabien. Merci. On embrasse Fabien. Oui, Bruno. Il y a eu des propos très forts tenus par Bruno Guillon. Alors je vais vous raconter l'histoire. On se souvient que Bruno Guillon a été victime d'un homejacking. L'animateur radio. L'animateur radio. Un homejacking dans les Yvelines, c'était en septembre 2023, dans sa propriété. Un homejacking très violent, puisque lui, sa femme et leur fils de 14 ans avaient été menacés, notamment avec une arme de poing. Elle avait été obligée de descendre au sous-sol, menacée par un pistolet dans le dos. Donc hier, devant le tribunal correctionnel de Versailles, c'était le procès des 5 hommes. Il y avait déjà eu 2 mineurs condamnés, mais ce sont les 5 hommes accusés de complicité dans ce cambriolage très violent. Donc, Bruno Guillon et son épouse se sont présentés au procès. Et là, Bruno Guillon, d'ailleurs salué par le procureur à la fin, a été d'un courage incroyable. Et je vais vous lire des déclarations qu'il a prononcées. D'abord, il a raconté ce qui s'était passé. Je suis tout nu au bord de mon lit avec un pistolet sur le front. Je ressens de la honte, de la culpabilité de ne pas avoir pu protéger ma femme et mon fils. Et il a dit aux hommes qui... Les accusés ont été ironiques, ils n'ont pas reconnu leurs responsabilités, ils se sont rejetés les torts les uns sur les autres. Et il a dit, vous avez brisé une famille et un couple, nous sommes condamnés à être malheureux pour le restant de nos jours. Les victimes aujourd'hui, c'est nous. Ils ont brisé la vie d'un gamin de 14 ans.
Il avait des rêves d'études qu'il ne fera pas car c'est devenu compliqué à l'école à cause de cette agression. Donc en fait, il s'est livré vraiment et sa sincérité face au côté très détaché des accusés a vraiment ému tout le monde, y compris le procureur. Alors il a aussi dit que c'était très difficile pour lui et il était très amer parce que les jugements publics, notamment sur les réseaux sociaux, à son encontre ont été violents. Certains ont minimisé son expérience parce qu'il travaille dans les médias. Ils lui ont dit « tu t'en remettras ». Même certains ont dit « bien fait pour toi ». Voilà. Donc le procureur de la République salue son courage, sa dignité, la pudeur du couple Guillon. Les débats ont duré 10 heures et les 5 accusés ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison. Et même pour le dernier, 12 ans, au-delà de la réquisition de 10 ans. Alors le dernier, ce serait le commanditaire qu'on retrouve dans d'autres affaires et chacun a minimisé son rôle. Et figurez-vous qu'à la fin du procès, comme ils se sont tous rejetés la responsabilité, il y a eu une tension entre deux prévenus. Ils se sont battus, des coups de poing ont été échangés à ce moment-là. Ils s'étaient insultés dans la journée. Mais là, on ne sait pas très bien pourquoi cette explosion violente, mais ça a marqué tout le monde, Cyril. Merci Gilles.